En avril dernier, lors de ses opérations en mer Rouge contre le groupe yéménite Ansarullah, plus connu sous le nom de Houthis, les États-Unis ont perdu de façon inattendue un avion FA-18E Super Hornet. L'avion était remorqué par l'EUSSS Harry S. Truman, un porte-avions de classe Nimitz, avec un tracteur lorsqu'un changement soudain de cap du navire a fait perdre le contrôle au tracteur. Le tracteur et le FA-18 sont alors tombés dans l'océan. Le virage soudain ayant fait tomber un avion de chasse de 60 millions de dollars aurait servi à éviter une attaque de missiles ou de drones des Houthis. À ce jour, il n'existe aucune preuve que, malgré le renforcement considérable de leur capacité anti-navire au cours de la dernière décennie, avec l'aide non négligeable de l'Iran, les Houthis disposent réellement des moyens nécessaires pour cibler avec succès et causer des dégâts majeurs, voire couler un navire aussi puissant qu'un porte-avions américain. Après tout, le Truman a réussi à éviter la frappe, mais cela a eu un coût important, tant sur le plan financier que sur celui de la réputation. Mais cet incident a soulevé une question persistante qui touche à l'essence même de la puissance militaire des États-Unis. À l'ère des drones, des missiles hypersoniques et de la surveillance omniprésente, l'un des symboles de la domination militaire américaine. Et sans doute, son équipement le plus coûteux est désormais obsolète. Ces géants des mers, jadis symboles de puissance, ne sont-ils plus aujourd'hui que d'immenses cercueils flottants ? C'est une question cruciale, alors que les États-Unis modernisent leur flotte de porte-avions pour 120 milliards de dollars. Alors examinons si ces affirmations sont fondées. La réponse pourrait vous surprendre. À première vue, il est légitime de se demander si les porte-avions sont obsolètes. Ils existent depuis longtemps. Les marines construisent depuis plus d'un siècle des navires transportant des avions. Mais le premier porte-avions conçu spécifiquement au monde, le Hōshū de 168 mètres, a fait ses débuts en 1922, lorsqu'il est entré en service dans la marine impériale japonaise. Le Hōshū avait déjà toutes les caractéristiques classiques d'un porte-avions moderne. Il avait une île surélevée pour diriger les opérations de vol, des brins d'arrêt pour récupérer les avions à l'atterrissage, un vaste hangar pour stocker et entretenir les appareils, ainsi que des ascenseurs pour acheminer avions et munitions du hangar inférieur vers le pont supérieur. Mais surtout, il possédait un pont d'envol intégral, une surface simple et plate qui s'étendait de la proue à la poupe, offrant la même fonctionnalité qu'une piste d'atterrissage classique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions étaient aussi utilisés par les États-Unis et le Royaume-Uni, devenant essentiels aux opérations militaires de ces trois pays. À bord, des chasseurs biplans, des avions de reconnaissance, des avions lance-torpilles et les tristement célèbres bombardiers kamikazes japonais, utilisés à Pearl Harbor, permettaient à ces marines de mener des opérations de guerre loin de leurs frontières, dans divers théâtres d'opération. Avant l'avènement du porte-avions, le cuirassé régnait sur les mers, mais cette époque prit sans doute fin avec la destruction d'une grande partie de la flotte de cuirassés américains à Pearl Harbor. Les porte-avions pouvaient agir à des centaines de kilomètres, hors de portée des plus gros canons anti-navires. Les porte-avions pouvaient ainsi combattre à bien plus grande distance que les cuirassés. Ils concentraient une puissance de feu supérieure sur l'ennemi sans s'exposer aux canons adverses et attaquaient des cibles plus éloignées à l'intérieur des terres. Au moment de la célèbre bataille de Midway en juin 1942 qui s'est déroulée presque entièrement à partir de porte-avions, il était évident que l'ère des ponts plats était arrivée. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps avant que les critiques ne prédisent sa disparition, notamment en raison du développement des armes nucléaires, des moteurs à réaction et des missiles guidés. Ces évolutions rendaient les porte-avions plus vulnérables et difficiles à protéger. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne finissent dans le coffre de Davy Jones, avec des milliards de dollars et des milliers de vies perdues. C'est du moins ce que disait l'histoire. 50 ans plus tard, on entend encore un refrain similaire. L'Ukraine a montré l'efficacité des drones aériens et navals bon marché face à une force navale supérieure. Par exemple, début 2024, des frappes de drones navals Magura ukrainiens ont coulé le navire de débarquement russe, Saizer Kunikov, et le patrouilleur Sergei Kotov. En mai 2025, l'Ukraine a annoncé avoir détruit un système radar russe, Neva de pointe, et des dépôts de ravitaillement sur des plateformes gazières de la mer Noire grâce à une frappe coordonnée de drones aériens et navals. Ces incidents et d'autres ont forcé la flotte de la mer Noire, autrefois très vantée par la Russie, à battre en retraite vers des eaux plus sûres.
beaucoup plus loin de l'Ukraine, le long de la côte russe de la mer Noire. Bien sûr, comparer un vieux patrouilleur ou un navire de débarquement russe à un porte-avions américain, c'est comme comparer un quad à une Lamborghini. Comme nous le verrons, il faudrait probablement des dizaines de Maguras pour érafler un porte-avions américain, et peut-être des milliers pour l'endommager sérieusement. L'utilisation de drones maritimes par l'Ukraine illustre à nouveau comment la technologie moderne modifie les menaces pour les porte-avions. Et il existe des armes bien plus redoutables que les drones maritimes à ajouter à l'équation. Outre leurs arsenaux nucléaires stratégiques, la Russie, la Chine et la Corée du Nord disposent aussi, selon les estimations, d'ogives nucléaires tactiques, plus petites en taille et en puissance, mais probablement suffisamment puissantes pour désactiver ou même couler un porte-avions avec une seule frappe directe sur une partie critique du navire. De plus, la Chine, en particulier, développe des armes spécifiquement conçues pour être utilisées contre les porte-avions américains. Un missile qui a attiré une attention particulière, notamment de la part de la marine américaine elle-même, est le missile anti-navire chinois Dongfang 21D. Le Dongfang 21D est un missile de moyenne portée, atteignant plus de 2100 km et doté d'un guidage inertiel précis. Le missile mesure 10,7 mètres de long, avec un diamètre de 14 mètres, et a un poids au lancement de 14 700 kg, avec une charge utile de 600 kg. Le lanceur de ce missile capable de transporter une ogive nucléaire est road mobile, ce qui lui confère une certaine capacité de tir et de repli rapide. Il utilise aussi un carburant à propergol solide, plus efficace que les missiles à carburant liquide, qui demandent du temps pour être remplis. C'est le genre d'arme que la marine américaine prend très au sérieux. D'autant plus que la Chine la teste sur des cibles fictives depuis au moins 2014. Récemment, la Chine a utilisé le lanceur Dongfang 21D dans le désert de Gobi lors d'un exercice militaire, tirant 2 missiles pour simuler la destruction d'un porte-avions. Il existe aussi d'autres armes anti-porte-avions. Lors de son grand défilé militaire d'octobre, pour le 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, la Chine a dévoilé de nouveaux missiles anti-navires, Yakigigoji 15, Ikioki-yoji 17, Ikioki-yojo 19 et Ikioki-yojo 20. Iji signifie Yingji, ce qui se traduit par frappe de l'aigle. En d'autres termes, ces missiles visent le cœur et l'âme de l'Amérique, symbolisés par l'aigle. On ne sait pas encore grand-chose sur ces armes, mais les experts pensent qu'il s'agit probablement de moteurs à statoréacteurs ou à superstatoréacteurs. Des projectiles hypersoniques manœuvrables en vol que les défenses aériennes américaines pourraient ne pas intercepter. Les défenses aériennes et navales américaines n'ont pas encore été confrontées au missile anti-navire russe le plus avancé, le Zircon, réputé hypersonique. Et si son drone torpille sous-marin furtif à propulsion nucléaire, le Poséidon, fait vraiment ce que Vladimir Poutine affirme, il pourrait théoriquement se faufiler sous les zones les plus critiques d'un porte-avions et faire exploser une ogive nucléaire tactique avec des conséquences dévastatrices. Ce sont précisément ces menaces émergentes qui ont provoqué la récente recrudescence des affirmations selon lesquelles les porte-avions sont désormais obsolètes. Et donc, le programme Gerald R. Ford Class à 120 milliards est un gigantesque gaspillage d'argent. Certains ont soutenu, par exemple, qu'au lieu de donner la priorité à de grands projets de construction navale coûteux comme les 10 porte-avions de classe Ford à 13 milliards chacun, la marine américaine devrait privilégier davantage les drones navals et autres technologies nouvelles, bien moins coûteuses. Bien qu'il augmente chaque année, le budget pour ces éléments reste faible. En comparaison, le naufrage d'un seul porte-avions de classe Nimitz, avec tous ses avions et équipements à bord, représenterait probablement une perte de centaines de milliards de dollars, sans parler de la vie de près de 6000 personnes. Ces nouvelles menaces sont-elles vraiment dangereuses ? Les porte-avions américains sont-ils en danger mortel d'être gravement endommagés, voire coulés ? La réponse courte est non. Comme le dit un technicien qui travaille à bord d'un porte-avions américain, cela reste l'endroit le plus sûr où l'on puisse être. Plus sûr qu'à la maison, notamment en raison de sa taille et de son poids important. 100 000 tonnes, et il peut se déplacer à plus de 30 nœuds, soit environ 55 km/h. Même avec un ajustement de guidage en vol, il n'est vraiment pas facile pour des missiles se déplaçant à des vitesses supersoniques ou hypersoniques de toucher une cible en mouvement, comme cela a été prouvé lors de l'incident avec les Houthis, mentionné précédemment.
Malgré leur taille massive, les porte-avions américains peuvent effectuer une variété de manœuvres d'évitement en un court laps de temps si nécessaire. Le prochain problème qu'une attaque devrait surmonter est qu'un porte-avions américain est tout sauf sans défense. En fait, on peut dire qu'il possède les défenses les plus complètes de tous les systèmes militaires de la planète. À bord, les porte-avions de classe Nimitz des États-Unis sont équipés du système de défense rapproché Phalanx et ont été modernisés avec le missile Sea Sparrow, évolué, ou Evolved Sea Sparrow Missile, ainsi que les systèmes de missiles à cadre roulant, ou RAM, des suites radars avancées et de guerre électronique. Les défenses des nouveaux porte-avions de classe Ford sont encore plus avancées et complètes, comprenant 2 lanceurs de missiles MK, 29, avec 8 Evolved Sea Sparrow. Missiles chacun, 2 lanceurs de missiles à cadre roulant, et 4 systèmes d'armes rapprochés Phalanx pour une défense ponctuelle en couche. La classe Ford dispose aussi du système de missiles CERAM. Sa large production électrique, 600 MW, issue de 2 réacteurs A1B, permet d'intégrer à l'avenir des armes à énergie dirigée, comme les lasers à électrons libres. Ainsi, les porte-avions américains sont plus que capables de détecter, cibler et abattre la plupart des menaces qui se dirigent vers eux. Et cela, seulement si les missiles arrivent assez près pour que le porte-avions doive se défendre. C'est parce que les porte-avions ne voyagent pas seuls, ils se déplacent en groupes aéronavals, ce qui augmente leurs capacités offensives et défensives de plusieurs ordres de grandeur. Chaque porte-avions américain possède un groupe aéronaval intégrant des moyens pour la guerre aérienne, de surface, sous-marine et le soutien logistique. Le groupe n'a donc aucune dépendance envers les pays hôtes ou les pistes d'atterrissage. Il fournit tout le nécessaire pour des opérations continues, où qu'ils soient. La pièce maîtresse du groupe aéronaval est, bien sûr, le porte-avions, ainsi que son groupe aérien embarqué, ou Carrier Air Wing, composé de 65 à 70 appareils, dont des FA, 18, Hornet, F-35, C, Lightning I, IE-2D, Hawkeye et hélicoptères M-H, 60 certains des avions les plus avancés au monde. Cet ensemble offre des capacités d'attaque, de défense aérienne et de reconnaissance pour de nombreuses opérations. Le groupe inclut aussi un croiseur Ticonderoga doté du système Aegis, assurant défense aérienne longue portée, guerre anti-surface et frappe de missiles Tomahawk. Le croiseur est généralement accompagné d'une escadre de destroyers composée de 2 à 3 destroyers lance-missiles de classe Harley-Burke, assurant la lutte anti-aérienne, anti-sous-marine et anti-surface, ainsi que la capacité de frappe avec des missiles Tomahawk. Au cas où quelqu'un penserait qu'il aurait plus de succès sous l'eau face à ce groupe redoutable. Il comprend aussi souvent 1 ou 2 sous-marins nucléaires d'attaque. Ils servent à la lutte anti-sous-marine, au renseignement et aux frappes lointaines, renforçant la furtivité et la défense du groupe. Enfin, le groupe comprendra une multitude de navires de soutien, dont au moins un pétrolier ravitailleur et navires de ravitaillement combiné, appelés navires de ravitaillement combiné, ou navires de ravitaillement combiné en abrégé, comme un navire de la classe Supply. Ces navires assurent un soutien logistique essentiel en carburant, munitions et provisions pour maintenir les opérations en mer. Un contre-amiral, situé dans la partie inférieure du porte-avions, commande tout le groupe. Fonction de commandement et de contrôle intégrés permettant des opérations coordonnées sur toutes les plateformes. Donc, avant qu'un missile ou une torpille ennemie puisse s'approcher d'un porte-avions américain, il devra d'abord réussir à passer à travers tout cela. Avec toute cette puissance sur l'eau et tous ces avions prêts à décoller pour défendre depuis les airs, les chances qu'un seul missile passe sont aussi minces que celles de Tristan d'Acunha. Il faudrait probablement un barrage très important, très coûteux et soutenu, pour épuiser les défenses anti-missiles intercepteurs de tout le groupe, au point que des missiles puissent passer. Même ainsi, il est très improbable qu'un ou quelques impacts, même avec un Dongfang 21 ou un Zircon, suffisent à neutraliser un porte-avions, sans même parler d'en couler un. En 2005, l'armée américaine a mené un exercice de tir réel, en utilisant l'United States Ship America, désarmé comme cible, afin de tester les capacités défensives des porte-avions américains, dans le but d'orienter le développement des futurs super porte-avions. Le navire a été bombardé à plusieurs reprises, et frappé par divers types d'attaques, mais il a résisté à 4 semaines de bombardements intenses, avant d'être finalement coulé. Même alors, malgré la proue du porte-avions sous la ligne de flottaison et des vagues atteignant le milieu,
Le reste du navire paraît encore relativement intact. En résumé, les États-Unis conçoivent leur porte-avions pour résister à de lourds dégâts et rester à flot, et ils le font très bien. Il y a 4 éléments à cette durabilité. Le porte-avions est d'abord protégé par un blindage en acier haute résistance et un pont en plaque d'acier. Deuxièmement, sa taille confère au porte-avions une flottabilité exceptionnelle, le rendant presque impossible à couler. Troisièmement, tous les systèmes vitaux, comme le contrôle, sont dupliqués sur un porte-avions, ce qui signifie qu'une frappe réussie ne peut pas le rendre inopérant. Quatrièmement, les centrales nucléaires et les armes pouvant causer les explosions secondaires les plus destructrices sont placées en profondeur dans la partie sous-marine du porte-avions et protégées par un fort blindage. Quant au carburant du navire, il est stocké dans des réservoirs ou des citernes flottant à côté du navire et non à bord. En général, des dizaines de bombes et d'avions pleins de carburant se trouvent sur le pont du porte-avions. Et si tout cela explose, le navire subira sans aucun doute de graves dégâts. Cependant, le porte-avions dispose d'un puissant système d'extinction d'incendie sur le pont pour faire face aux feux qui peuvent se propager rapidement. Tout cela signifie qu'il faudrait plusieurs frappes directes de missiles pour vraiment endommager un porte-avions. Selon l'expert militaire russe Alexei Lenkov, en ce qui concerne les missiles Zircon, 10 missiles ne suffiraient pas à couler un porte-avions. Il y aura des dégâts, il en souffrira très probablement, mais les porte-avions américains sont tout à fait capables de retourner à leur base par leurs propres moyens. Les missiles chinois sont peut-être plus puissants, mais sans frappe multiple sur le même point critique du porte-avions. C'est très difficile. S'il fait des manœuvres d'évitement pendant l'attaque, les dégâts seront probablement non fatals. L'analyste militaire Bulgarian Military a même douté qu'une explosion nucléaire indirecte suffise à couler un porte-avions. Le porte-avions est protégé contre les armes de destruction massive. Ses parois en acier empêchent les radiations gamma de pénétrer. Le système d'extinction nettoiera les radiations sur le pont. Ils ont écrit qu'une charge de 300 kilotonnes explosant à 1 km, 0,6 miles, ne causerait pas de dommages sérieux au navire. En 2023, eux et d'autres experts suggèrent qu'une méthode plus efficace pour cibler un porte-avions pourrait être sous-marine, au moyen de torpilles, plutôt qu'avec des missiles et des drones par voie aérienne. Comme l'a expliqué l'analyste militaire Boyko Nikolov, écrivant pour bulgarianmilitary.com, les torpilles TE-2 sont une bonne option, car elles ne peuvent toucher que la partie sous-marine d'un avion. Porte-avions, les missiles ne conviennent pas. Cependant, pour percer le blindage du navire, il faudrait 10 à 20 nouvelles torpilles. TE-2. Le porte-avions Nimitz a une défense anti-torpille de 6 mètres, 196 pieds. C'est un système à 3 chambres qui absorbe l'explosion. Il faut donc frapper plusieurs fois au même endroit avec des torpilles. Cela semble infaisable. Pourtant, c'était déjà le cas à la fin des années 1940 quand les pessimistes prédisaient l'obsolescence imminente de cette génération de porte-avions. Les États-Unis n'ont pas ignoré les bouleversements technologiques qui se produisent aujourd'hui. La riche histoire du porte-avions a toujours consisté à identifier, adopter et s'adapter à ces changements. Les armes nucléaires, moteurs à réaction et missiles guidés sont devenus des menaces provenant du porte-avions, non plus pour lui. Un processus similaire se déroule actuellement. Les porte-avions américains sont précisément ce qui leur a permis de projeter leur puissance dans tous les coins de la planète simultanément. Il n'existe aucun autre système d'armes ou configuration qui s'approche de près ou de loin de cette puissance. Cela permet aux États-Unis de projeter leur puissance non seulement sur le plan militaire, mais aussi comme outil diplomatique, et même à des fins humanitaires. Ainsi, au lieu de les abandonner, les États-Unis les adaptent et modernisent pour une nouvelle ère de guerre. Comme la marine elle-même le reconnaît, l'évolution de la guerre signifie que la protection des grands porte-avions dans des eaux contestées nécessitera désormais des couches défensives avancées et une doctrine totalement nouvelle. Les porte-avions de la classe Ford, valant 13 milliards, sont assemblés pour remplacer les anciens Nimitz américains. Les systèmes autonomes d'intelligence artificielle et la coordination interplateforme et interdomaine transforment la guerre. Les porte-avions de la classe Ford sont en train d'être réinventés comme un centre d'opération flottant pour drones et missions mixtes, avec une portée mondiale totalement inégalée. Le navire ainsi que son infrastructure de soutien sont clairement en cours de modernisation pour l'ère des drones. La marine déploie le drone ravitailleur embarqué MQ-25 Stingray et travaille à intégrer des véhicules aériens de combat sans pilote dans le groupe aérien embarqué.
Le système électromagnétique de lancement et le dispositif d'arrêt du porte-avions ont été choisis en partie pour accueillir à la fois des aéronefs sans pilote et pilotés. Mais au-delà de cela, l'ensemble du projet a été conçu dans une optique de portée et de flexibilité, et aucune autre plateforme ne s'en approche même. Les systèmes sans pilote, qu'ils soient aériens, de surface ou sous-marins, étendent la portée d'une armée de manière auparavant impossible. Cependant, les drones ne peuvent pas égaler la projection de puissance d'une forteresse flottante de 100 000 tonnes déployée dans les eaux internationales. La marine veut réunir le meilleur des deux mondes, avec la classe Ford. Et cela signifie que le porte-avions restera probablement le roi de la projection de puissance pour les décennies à venir. Même si ces systèmes d'armes deviennent méconnaissables à mesure que la technologie continue d'évoluer. Maintenant, abonnez-vous à The Military Show pour rester informé de tous les développements les plus importants dans le monde de la guerre navale et des questions militaires en général. Merci d'avoir regardé.